tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On se confesse, le podcast sur la sexualité et les relations amoureuses de Télé Sorbonne. Aujourd'hui, on va parler du rapport au corps dans la sexualité avec une invitée très spéciale qui est Chloé, alias Pure Human Soul. On est accompagné de 3 autres membres de TS que je laisse se présenter. Coucou, je m'appelle Franck, j'ai 19 ans et je suis étudiant en physique et en maths à Jussieu. Alors, je m'appelle Jeanne, j'ai 18 ans et moi j'étudie l'histoire de l'art à Paris, du coup à la Panthéon-Sorbonne. Et je suis Morgane, j'ai 25 ans, je suis étudiante en japonais et en audiovisuel. Ok, alors du coup on va commencer. Je voulais savoir quel est votre rapport au corps dans la sexualité. Est-ce que vous assumez votre corps dans votre sexualité ? Visiblement, l'ancienne va prendre le commencement, d'accord, y a pas de souci. Assumer son corps, je pense que ça dépend avec qui et que ça dépend aussi de contexte. Il y a différentes sexualités, il y a différentes personnes. Moi, pour le coup, je suis bisexuelle. Je pense que j'ai plus de facilité avec les femmes, par exemple, qu'avec les hommes, où je trouve que le jugement est beaucoup plus rapide. Je suis plus à l'aise pourtant avec les hommes en termes de sexualité, donc pour agir, mais le rapport au corps, c'est différent. Avec les femmes, c'est plus facile parce que je pense que comme on a traversé les mêmes difficultés, les mêmes jugements et qu'on connaît le patriarcat ensemble, on voit à peu près sur quelle chose pourrait nous déranger, tout ce qui est question de poils, de vergetures, de graisse, toutes les problématiques qu'une femme peut rencontrer et tout ce à quoi s'oppose la société, on le sait mutuellement. Et donc on a plus tendance à s'accepter, je trouve. Avec les hommes, c'est plus difficile, mais si c'est des relations de long terme, je m'habitue. Et donc je sais que mon corps est tel qu'il est, que l'autre l'a accepté, et c'est pas un souci. Mais pour des relations, disons, de courte durée, voire rapide, très rapide, il faut vraiment que je sente une alchimie spirituelle, on va dire, avec la personne plutôt que simplement physique. Avec une femme, juste le physique ça va, et le spirituel sera plus compliqué, et chez les hommes le rapport s'inverse un peu. Okay. Je sais pas si c'est clair ce que je dis et si ça vous parle, mais voilà. Donc, en fait, t'es plus à l'aise de te montrer à nu face à une femme parce que t'as l'impression qu'elle connaît un peu ce sur quoi tu es vulnérable qu'un homme qui... Ah mais totalement, je sais qu'une femme a conscience qu'une vulve n'est pas un modèle prédéfini, qu'il y en a plein, que des seins il y en a plein, que des corps il y en a plein, alors que les hommes c'est plus compliqué parce qu'ils ont une éducation sexuelle qui est moindre, je trouve. Nous on n'a pas eu d'éducation à proprement parler à l'école ou quoi, on a dû apprendre seul et c'est tout un rapport de déconstruction qui a eu lieu et dans mon entourage en tout cas on passe toutes par là. Je trouve que l'acceptation est beaucoup plus facile chez les femmes que chez les hommes. Mais après c'est mes expériences et il y a sans doute des hommes qui sont déconstruits là-dessus et qui ont un rapport très sain avec le corps des autres et j'ai déjà rencontré des hommes comme ça aussi évidemment, mais c'est une généralité que je fais. Et toi Jeanne, comment tu te sens vis-à-vis de ton corps dans la sexualité ? J'ai un rapport qui fluctue énormément au niveau de la sexualité, dans le sens où j'ai découvert ma sexualité avec une personne en particulier, un homme. Du coup j'ai eu la chance de vraiment découvrir mon corps avec une personne en particulier qui en plus avait déjà de l'expérience. J'ai eu l'occasion d'apprendre à me connaître avec quelqu'un qui savait un peu y faire et mettre à l'aise la personne, etc. Au fur et à mesure, j'ai un peu du mal avec le fait d'être à nu face aux personnes parce que y a tous les complexes, etc. qui se mettent en place. Et en fait, l'idée d'être nu me met extrêmement mal à l'aise et le fait d'être vue dans un moment qui est probablement le plus vulnérable, un peu la version la plus vulnérable de moi où il voit vraiment tous mes défauts. Et un peu pareil que Morgane à ce niveau-là, il y a un peu ce truc-là de c'est très très différent en fait le rapport que j'ai à mon corps dans la sexualité. C'est très différent entre les hommes et les femmes, entre les relations que j'ai avec les hommes et les femmes. Enfin, avec une femme, déjà, en fait, on a l'expérience de notre propre corps et du coup, en fait, on peut possiblement être plus à l'aise parce qu'il y a ce truc-là de, en fait, vu qu'on connaît notre corps, possiblement, on va être plus apte à comprendre qu'une femme peut ressentir, etc., même si tous les corps sont différents. Effectivement, ça fait un peu moins peur. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que tu as découvert ton corps dans la sexualité avec quelqu'un. Est-ce que tu as déjà exploré avant, toute seule, en faisant du sexe solo, par exemple ? Et je sais que toi, Chloé, je sais que toi, tu prônes de pratiquer la masturbation avant d'expérimenter avec quelqu'un. Oui. Est-ce que tu peux développer là-dessus ? Alors personnellement, je pense que la masturbation est pour moi essentielle dans la découverte de son corps. Je pense que comment tu veux parler à ton partenaire de ta jouissance et de ce que t'aimes si toi-même tu ne sais pas ce que tu aimes. Je pars du principe que voilà, notre corps, notre jouissance et tout ce qui entoure le plaisir, voilà, c'est comme un trésor et il y a une carte au trésor et cette carte au trésor, c'est à nous de la dessiner par la masturbation, par voilà, le fait de tester un peu plus ou moins voilà, des choses qu'on n'aime pas, afin justement de pouvoir communiquer avec notre partenaire et lui dire ou voilà, lui dire
soit un homme ou une femme, peu importe. Moi, j'aime ça, moi, j'aimerais bien que tu me fasses ça, moi, c'est comme ça que j'arrive à jouir, que j'arrive à avoir mon orgasme. Je pense que c'est très important. Personnellement, je ne m'étais pas masturbée avant de faire ma première. Et avec du recul, j'aurais préféré d'abord découvrir mon corps par moi-même avant de le partager avec quelqu'un. Et du coup, vous, c'est quoi votre rapport à la masturbation? Est-ce que par exemple, toi... Ah oui, pardon, Javi. Oui. Dis-moi. Je te dis quoi? Dis-moi, dis-moi toi, comment est-ce que tu as commencé par explorer ta sexualité à travers ton corps? Forcément, après, comment dire? Dis-nous tout. C'est très vulnérable en soi, mais après, je conçois que pour les femmes et pour les hommes, c'est très différent parce qu'il y a le débat sociétal aussi par rapport à ça. On vit dans une société patriarcale où l'homme est plus à l'aise, etc. Mais quand même, c'est tout un spectre d'être à l'aise ou de ne pas l'être. Et ça peut causer souvent discorde à ce sujet-là. Mais je sais que moi, personnellement, j'ai jamais réellement eu de problème. Et je sais que c'est bizarre, mais j'arrive mieux à assumer mon corps quand c'est dans le noir, en fait. Tu vois, quand c'est juste le dialogue entre les deux corps et pas forcément le jugement ou le visuel, tu vois. Pour moi, la sexualité, c'est pas un débat visuel, c'est plutôt un débat de ressentir, de savoir dialoguer, de savoir être vulnérable, assez vulnérable pour laisser les corps dialoguer ensemble et puis laisser les corps communiquer entre eux. Exactement. Ok. Moi, je le vois plutôt comme ça. Après, je sais que forcément, je me sens souvent plus à l'aise dans le noir. C'est ça le truc. Et même quand t'es tout seul? Quand je suis tout seul, en fait, c'est ça. C'est quand on est à plusieurs. Enfin, pas quand on est à plusieurs. Quand on est à deux, c'est. Ah, t'as droit. Tout le monde a le droit. Mais du coup, quand on est à deux, c'est forcément plus simple d'être dans le noir pour ma part. Mais quand je suis tout seul, j'aime bien découvrir des parties de mon corps. Je sais que pendant très longtemps, je ne savais pas que j'avais des vergetures. Et quand je les ai découvertes, c'était incroyable parce que au toucher, tu vois, je pensais que c'était une expérience forcément plutôt féminine, etc. Et quand j'ai découvert que j'en avais, c'était une belle découverte. Et je le faisais dans un contexte vulnérable, mais j'étais seule. Et ça m'a fait, c'était bizarre, mais apprécié. Une bonne surprise. Et vous les filles, alors dites-moi, c'est quoi votre rapport à la masturbation? J'ai commencé à découvrir la masturbation super tard, en fait, comparé à pas mal de mes potes. J'avais vraiment l'impression d'avoir découvert ça très très tard. Donc je pense honnêtement, entre mes peut-être 12-13 ans, un truc comme ça. Et moi j'ai des amis qui l'ont découvert avant, tu vois, où sans forcément avoir un lien créé dans l'esprit avec la sexualité nécessairement, mais le truc de découvrir son corps. Moi, vraiment, pour moi, le corps, c'était, et même plus particulièrement les parties génitales, ça n'avait aucun rapport avec la sexualité, parce que j'avais aucune j'avais aucun moyen de visualiser en fait ce que c'était que la sexualité. Pour moi, en fait, les parties génitales, c'était juste ça n'avait pas de lien en fait. Une fois que j'ai commencé à un peu forcément être confrontée à l'industrie du porno ou même à des discussions entre amis, etc., j'ai commencé à un peu voir ce qui pouvait moi me plaire, à voir qu'est-ce qui me faisait du bien, qu'est-ce qui me faisait du mal. Et en fait, de plus en plus, j'ai eu le truc de exactement savoir qu'est-ce qui me faisait jouir et qu'est-ce qui moi me faisait du bien. Je crois que j'ai pas trop eu ce rapport-là de me masturber pour préparer ma sexualité. C'était plus un truc de avoir de la masturbation parce que c'était plus un rapport avec moi-même que quelque chose pour avoir un lien possiblement plus tard avec quelqu'un d'autre. C'était plus le truc de... C'est pour toi-même. Ouais, voilà, c'était en mode tiens, ça me fait kiffer. De temps en temps, allez, on se fait un petit kiff et voilà quoi. Et après, j'ai eu la chance quand même d'avoir un rapport typiquement avec ma mère qui est très très cool. C'était cool de pouvoir en parler. Et ma mère, elle était totalement open d'en parler. Je me sentais pas coupable en fait d'avoir ce rapport-là avec moi-même. Ce que certaines de mes amies ont eu en fait, ce truc-là de se sentir coupable de passer du temps seul et de se faire kiffer soi-même, etc. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit que tu trouvais que 12-13 ans c'était assez tard pour découvrir la masturbation. Moi j'ai découvert ça, j'avais 18 ans. Okay. C'était pendant le premier confinement. En fait, je regardais des séries genre vers 1h du matin. Et c'est les heures auxquelles, à la télévision, ils proposent des films un peu érotiques. Ah, les téléfilms de TMC. Oui. Exactement. En fait, dès que j'allumais des téléfilms, genre des fictions. C'est des fictions qui sont pornographiques sans l'être totalement, parce que sinon ça pourrait pas être sur la chaîne publique, mais c'est des trucs où tu vois pas directement les pénis et les vulves, mais tu vois des bouts de fesses, tu vois des gens qui font l'amour, mais sans qu'on montre... les attributs sexuels et tout. Ouais. T'as pas vu ça? Après, on voit beaucoup les seins, parce qu'apparemment, les seins ne sont pas considérés à la télé comme une partie intime, pour les femmes en tout cas. Donc voilà, c'est vrai que ces téléfilms sont beaucoup
sont beaucoup à but érotique, hein. Ouais. C'est pour Oui, ça que ça passe clairement. très tard le soir. Ok. Et du coup, sur, en tout cas de la période où je regardais ça, c'était des femmes qui se touchaient et qui se masturbaient, et moi je ne connaissais pas ça. Et j'allumais la télé, il y avait genre cette scène pendant 2 secondes, puis après je regardais ma série. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis dit tiens, on va regarder un petit peu plus, etc. Et je me suis, j'ai essayé de m'informer, genre c'est quoi ce truc, je connais pas, parce que je connaissais la masturbation masculine, mais je savais pas que les femmes pouvaient se toucher comme ça. Ouais, parce que c'est beaucoup moins représenté en fait dans le exactement. paysage, Parce qu'une social. femme qui se masturbe, c'est Tu vas bizarre, dire, alors qu'un homme, je c'est sais pas, normal. typiquement, c'est un détail ridicule, tu vois, mais le truc de dire je m'en branle, Ouais. c'est un truc hyper commun, alors Le que fait qu'on n'apprenne pas aux je femmes m'en qu'elles dois, ont un- ça Ouais. n'existe absolument pas. Et de en discuter, surtout entre mecs et meufs, la masturbation féminine n'est pas un sujet, alors que les mecs qui se branlent, ça en parle en veux-tu en voilà, quoi. Genre. Mais oui. Et il y a ce C'est truc ça. Et aussi. ça, on parle depuis le collège aussi, hein. Ouais, vraiment super Clairement. tôt. Et puis nous, Ouais, on ne super. parle jamais de clitoris. Hein. Il y a aucun monde. Moi, le clitoris, j'ai appris ça parce que je me suis documentée seule au lycée et je savais pas que quand je me masturbais le clitoris en fait, parce que personne n'en parlait tout simplement. Et que quand on nous Oui. apprend les schémas du corps, on nous dit voilà, il y a l'urètre, il y a le vagin, voilà, ça constitue une vulve, il y a les petites lèvres, les grandes lèvres. Le clitoris est oublié, voire supprimé volontairement parfois, et on sait pas pourquoi, parce que le plaisir féminin est un tabou, et que le plaisir féminin doit être coupable aux yeux d'une société patriarcale, en tout cas dans celle dans laquelle on vit, même si ça tend à se libérer maintenant grâce au mouvement féministe, mais vraiment il y a ce gros tabou de le plaisir féminin n'a pas vraiment le droit d'exister, ce qui est totalement Bien sûr. anormal. Bien sûr, et surtout que pour rebondir sur ce que tu dis, il faut savoir que moi j'ai fait ma première fois assez tard, donc je l'ai fait vers mes 18 ans et demi. En fait, je ressentais pas de plaisir. Toutes mes premières fois, en fait, c'était des va-et-vient, mais je ressentais pas le plaisir comme on voyait dans la pornographie où les filles elles criaient de tous les côtés, elles avaient leurs orgasmes par-ci par-là, et bien sûr sans que le mec touche quoi que ce soit. Juste avec la pénétration, la femme avait son orgasme. Et donc, moi, je vais au gynécologue comme tout le temps. Et je lui dis, oui, je comprends pas, j'ai commencé ma sexualité. Et en fait, je ressens pas de plaisir. Et il me dit, mais est-ce que tu te masturbes? Et je lui dis, bah non, je me suis jamais masturbée. Voilà, je connais pas vraiment mon corps. J'ai fait ma première fois, tout ça. Mais voilà, je me suis jamais intéressée vraiment à ma vulve, tout ça. Et il m'a dit, mais est-ce que tu connais ton clitoris? Et j'ai dit, mon clito quoi? Et après, il m'a dit, bah, ton clitoris, en fait. Et après, je me suis renseignée sur le sujet, j'ai dit mais quoi? Mais en fait, on nous a caché ça pendant toutes ces années. Et c'est vrai qu'en SVT, tout ça, on parle oui de la reproduction, mais on parle absolument pas du plaisir, de la jouissance, du fait de juste prendre du plaisir. En fait, on parle que de la procréation. On parle pas du sexe de manière récréative et de manière jouissive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à Instagram et à toutes ces pages féministes, etc., aussi sur YouTube, y compris ma chaîne YouTube, je pense que c'est important de remettre le clitoris au centre de la jouissance, étant donné que c'est notre seul organe dédié au plaisir. C'est super dommage parce que les femmes, on est quand même les seuls êtres vivants à avoir un organe dédié au plaisir. Ouais. C'est-à-dire que le clitoris Exact. ne sert qu'à ça. C'est Et ça. on s'en sert pas parce qu'on nous dit même pas que ça existe. Alors, je vois, c'est un exemple un peu bête, mais même les garçons ne savent pas ce que c'est. Et surtout, les garçons ne savent pas ce que c'est. À défaut de ne pas le Euh, trouver. À défaut de pas le trouver. Mhm. Mais j'avais demandé, pour la blague, il y a 1 an et demi, un garçon qui, je l'espère, n'écoutera pas ce podcast, de me dessiner une vulve. Et je me suis dit, non, enfin en fait il y avait 2 garçons en face de moi, je leur ai dit, allez-y, dessinez-moi une vulve, parce que pour la blague, je leur disais qu'ils savaient pas où était le clitoris. Il y en a un qui n'a pas dessiné le clitoris et qui l'a confondu avec l'urètre, et il y en a un qui me l'a mis dans le vagin, et j'étais en mode, ah ouais, on en est là parce qu'en plus c'est des mecs qui sont dits déconstruits, ou qui en tout cas ont commencé à le faire, et c'est choquant parce que c'est des mecs qui ont une sexualité qui est entamée depuis des années, qui ont eu plusieurs relations sexuelles avec des femmes notamment, et en fait je trouve que c'est très grave, et là j'en rigole, mais en fait c'est très très grave de voir que la sexualité des femmes est mystérieuse au point qu'on en fait tout un mythe de non mais les femmes c'est compliqué à comprendre. Non, c'est juste que tu t'es jamais renseigné et qu'on t'a jamais appris aussi qu'un clitoris ça existe, qu'une femme son plaisir ne passe pas que par la pénétration, voire pas du tout. Ouais.
Parce que C'est ça. les terminaisons nerveuses du clito, elles sont à l'entrée du vagin. Il y a des femmes qui ont absolument du plaisir à la pénétration. Mais en soi, si on parle juste en termes biologiques, le plaisir, c'est à l'entrée du vagin et c'est le clito. Et je trouve ça fou que, en fait, le plaisir n'est laissé qu'aux hommes dans les relations hétérosexuelles. Tu vois, typiquement, parce que je disais par rapport au fait que moi, quand j'étais petite, ce rapport-là que j'avais au fait que les appareils génitaux ne sont absolument pas liés à la sexualité, c'est parce qu'en fait, en cours d'SVT, on nous présente ça comme c'est simplement pour la procréation, ce n'est rien d'autre. Du coup, moi, je pense que en fait, dans ma tête, je me suis dit, bah ok, en fait, c'est vraiment juste un organe comme un autre et ça a une fonction et le plaisir n'a rien à faire là-dedans parce que en fait, bah, c'est un peu comme ça qu'on nous décrivait le truc. Enfin, c'est pas qu'on nous disait ça n'a pas de plaisir, c'est juste qu'on nous parlait absolument pas du plaisir et que donc pour nous dans le paysage sexuel etc ça n'existait pas. Et personnellement tu vois le clito je l'ai vraiment découvert au moment de toutes les polémiques sur le fait qu'ils en parlaient pas dans les cours d'SVT etc, que c'était pas dans les manuels, quand ils ont commencé à poster sur Insta des schémas en fait du clito et qu'ils disaient que bah effectivement ouais en fait ça fait entre 8 et 10 cm quelque chose comme ça. Ouais, c'est en fait le truc c'est que le clitoris c'est un organe qui grandit, qui grossit, c'est un pénis qui est pas développé quoi, donc c'est un organe qui grossit un petit peu évidemment. On se retrouve pas avec un clito de 4 cm quand on a du plaisir, mais ça grossit plus ou moins selon les gens, mais c'est comme le vagin, ça s'étend aussi pour s'adapter à la taille du pénis. Ça, tout ça, moi j'en avais aucune idée. Avant d'avoir vu tout ça sur Instagram et comment est-ce qu'on dit, toute la... Ouais, voilà, en fait, ouais, c'est un peu ça le mot, en fait, c'est l'engouement autour du clitoris qu'il y a eu après, où en fait c'est devenu un symbole un peu de la cause féministe. Ouais, des gens qui portaient des colliers avec des clitoris. Exactement, tu vois. Je sais pas quel âge j'avais, tu vois, mais j'avais aucune idée de ce que c'était avant ça. C'est bien vrai, hein, le clitoris, donc c'est un organe érectile, donc c'est un organe qui va se gorger de sang comme le pénis, tout simplement. Et oui, en effet, pourquoi l'entrée du vagin est particulièrement entre guillemets est particulièrement sensible et particulièrement érogène, c'est tout simplement parce qu'on a le gland du clitoris, donc la seule partie externe que l'on peut voir du clitoris, parce qu'il y a une partie externe, donc le gland du clitoris, et nous avons également les bulbes internes et les piliers internes, donc c'est qui entourent le vagin. C'est pour ça que certaines femmes peuvent dire qu'elles ont plus de plaisir vaginal, plus de plaisir au niveau du vagin, et même elles peuvent aller jusqu'à dire j'ai des orgasmes vaginaux, mais ça n'existe pas, tous les orgasmes sont clitoridiens, étant donné que c'est tout simplement ces bulbes autour du vagin qui permettent justement d'avoir cette sensation interne. Et à titre de comparaison, le clitoris a 8000 terminaisons nerveuses contre 4000 pour le pénis, le gland du pénis. Pour vous donner un ordre d'idée de la jouissance de la femme à contrario de la jouissance de l'homme, historiquement parlant, si on regarde l'histoire de la sexualité et l'histoire du clitoris, il a été volontairement caché, il a été volontairement inhibé parce que oui, bien sûr, des schémas corporels. Mais oui, bien sûr. Et ça, pourquoi ? C'est parce que tout simplement, quand ils ont découvert que ça n'avait pas de rôle dans la procréation, ils se sont dit bon bah faire plaisir aux femmes, c'est le cadet de nos soucis. En fait, nous ce qu'on veut, c'est juste procréer. On veut pas que les femmes elles deviennent comme ils disent des nymphomanes. Et on avait la fameuse hystérie qui se soignait par des séances de masturbation chez le docteur. Donc ça aussi, c'est aussi à voir dans le temps comment ça s'est déroulé quoi. Pourquoi aujourd'hui on en reparle ? Parce que on s'est dit non, c'est pas possible en fait d'oublier l'organe dédié au plaisir. Ah bah complètement. Et du coup Franck, je me demandais, est-ce que toi tu as conscience de tout ce qu'on vient de dire ou tu viens de le découvrir là Après forcément c'est des choses que tu trouves, de nos jours bien heureusement, facilement sur internet etc. Et puis ça fait très souvent des blagues très drôles, par exemple l'homme qui ne trouve pas le clitoris etc. Là quand elle parlait de... Qui sont très drôles pour les hommes, on précise, pour les auditrices qui nous écoutent, effectivement nous ça nous fait moyen rire. Non mais oui c'est vrai que c'est pas drôle pour les femmes. Effectivement quand t'es au lit et que tu t'ennuies sacrément et que t'es à deux doigts de t'endormir, c'est un peu relou. C'est un peu long. Mais du coup souvent c'est repris dans par exemple dans Sex Education, c'est souvent repris comme débat de sexualité, etc. Les hommes qui ne trouvent pas le clitoris, les femmes qui ne prennent pas de plaisir pendant le sexe, etc. Non, forcément, j'en avais conscience. Conscience. Ouais, okay. Conscience. Tout à l'heure, on parlait de masturbation chez les jeunes filles aussi. En fait, ça m'a fait penser à Storytime. Vas-y. J'ai fait du babysitting il y a 2 ans et je gardais une petite fille de 8 ans. Et moi, honnêtement, j'ai un peu de mal à me souvenir de quand j'ai commencé à me masturber, etc. Mais je sais que quand j'étais petite, aux alentours de 9-10 ans, je me frottais. Et c'était sur des
Je sais pas, des coussins, des meubles quand je m'asseyais, ou quand le métro il tremblait, je sentais que parfois c'était un peu cool. Bah, tu vois, c'est de ça dont je parlais quand je parlais de mes potes qui l'avaient découvert avant moi. Bah, c'est en mode ça, ces trucs-là, tu vois, le truc de se frotter mais sans vraiment savoir qu'est-ce que c'était, mais ça fait une sensation bizarre, ça, comment est-ce qu'on dit, ça se contracte et tu sens que t'as envie de faire pipi un peu ou je sais pas trop quoi. Moi j'ai des potes, tu vois, qui l'ont découvert à genre 5-6 ans, tu vois. Et bah ça justement, la petite que je gardais qui avait 8 ans, on avait un peu un rituel du soir, c'est que tous les soirs, quand elle avait fini ses devoirs, elle pouvait poser une question et je lui expliquais tout ce qu'elle voulait sur la question. C'est incroyable. On libère la parole des femmes ici. Et donc du coup, il y a un soir où elle m'a dit « Ouais, parfois je me frotte avec mon doudou et j'aime bien. » Et en fait, c'est là que j'ai eu cette réflexion de « Ah ouais, mais en fait, c'est vrai que ça commence tôt et qu'en fait, à 8 ans, on n'a pas le mot masturbation et qu'on considère aussi souvent que la masturbation chez les femmes n'est pas masturbation parce qu'il n'y a pas de pénétration et que dans l'imaginaire, il y a ce truc de les femmes se doivent pour se donner du plaisir. Peut-être qu'il y en a qui le font. Moi, personnellement, par exemple, bah, je sais que c'est pas mon kiff. Et que je frotte le clito, parce que c'est là que ça fait plaisir. Et du coup, elle me parle de frottement, et en fait, c'est là que j'ai réalisé que les gamines, on leur explique pas ce que c'est la masturbation, et qu'en fait, elles appellent ça frottement, et qu'en fait, elle comprendra, enfin, du coup, je vais expliquer, mais qu'elle aurait compris peut-être que la masturbation était masturbation au collège ou plus tard, parce qu'elle aurait vu des pornos, ou parce que les garçons l'auraient embêtée en cours de récréation. Ou parce que des copines lui auraient dit « Ouais, moi je fais ça, est-ce que toi aussi tu te dois ?» ou des trucs comme ça. En plus, il y a des moyens super, comment est-ce qu'on dit, super violent, tu vois, de découvrir qu'en fait c'est de la masturbation et justement de tomber dans ce trou de culpabilité par rapport au fait que ah mais c'est dégueu ou non, tu vois, quand t'es à l'école, les enfants sont sacrément méchants et tu peux tomber dans un truc où en fait t'as l'impression que le fait de toucher, c'est même sans parler de religion, de c'est péché, genre c'est mauvais. C'est diabolisé chez les petites filles de se masturber, c'est toujours très bizarre. Et les garçons, ils ont enfin je sais pas pour vous, moi, mais je me souviens que moi au collège, il y avait ce truc de ah mais les filles quand elles se doivent dégoûtant. Alors que les garçons qui se branlent, pour reprendre leurs mots, parce qu'il y a plein de termes étonnamment pour les garçons qui se masturbent, alors que pour les femmes on n'en a pas un qui convient parfaitement, à part le terme masturbation ou frottement. Genre les garçons c'est ok qu'ils se branlent ou qu'ils se masturbent, nous les filles c'est trop bizarre, qu'est-ce que tu fais quoi. Alors qu'en plus concrètement chez les femmes il y a plein de moyens différents, tu vois, de se faire du plaisir et tout, genre dans le sens où il y a un mouvement qui est très famous chez les hommes, tu vois, que tout le monde connaît. Et je suis sûre que, tu vois, il y a plein d'autres moyens aussi chez les hommes. Tu vois, chez les femmes, il y a le truc de se frotter, effectivement, se doiter. Et je sais qu'un truc qui est revenu beaucoup dans les discussions avec mes amis, c'était le fait de se faire du plaisir sous la douche, avec le jet de douche. Ouais, et ça, c'est un truc, mais c'est un truc où vraiment, genre, j'ai pas une seule amie, tu vois, qui a pas eu le truc de le jet de douche. Moi, j'ai d'accord, c'est incroyable. Genre. Et je tente, ah bon? Et j'ai essayé comme ça, je tente, waouh! Et tu vois, c'est des trucs où, genre, t'as même pas besoin de tes mains pour le faire, c'est vraiment juste du. Je sais même pas comment le décrire, tu vois, mais c'est juste foutre de la pression sur effectivement le clito. Et c'est un truc où en fait il y a plein de manières différentes et c'est tellement tellement un outil riche en fait, parce que tu peux l'utiliser de 1000 manières et te faire kiffer de plein de façons différentes quoi. Si je peux me permettre, pour revenir sur la masturbation infantile, donc tout ce qui est enfant, petite enfance, etc. Il y a des travaux récents qui prouvent et qui montrent qu'en fait la masturbation, on se masturbe déjà dans le ventre de notre mère. Voilà, c'est quelque chose, mais en fait ça ne s'appelle pas de la masturbation, ça s'appelle de la sensorialité, dans le sens où il n'y a pas encore cette connotation sexuelle, cette connotation, comme vous dites, masturbatoire, étant donné que l'enfant découvre le monde par la sensorialité, c'est-à-dire par le toucher, par les sens en fait, tout simplement. Et donc en se touchant, l'enfant ou le bébé va ressentir des choses agréables. Mais pour lui, il n'aura pas cette connotation masturbatoire, cette connotation sexuelle comme on peut l'entendre chez les adolescents et chez les adultes. Ça va être vraiment une perception différente et un but différent également. Par exemple, la petite fille qui te dit j'aime bien me frotter, etc. En fait, c'est pas juste de dire que elle se masturbe. C'est plutôt elle découvre la sensorialité par ces moyens-là. Alors oui, quand t'es grand, tu te dis que c'est de la masturbation, mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est pas de la masturbation parce qu'il n'y a pas l'intérêt derrière d'avoir de la jouissance sexuelle. Voilà, si ça fait sens. Mais j'ai travaillé avec Alain Héril, donc du coup qui est mon professeur, qui est psychanalyste, sexothérapeute et spécialisé également chez les enfants et les adolescents. Et donc il nous a bien expliqué ça, que oui, il y a entre guillemets de la masturbation infantile, mais on peut pas vraiment appeler ça comme ça. C'est plutôt de la sensorialité, parce qu'il n'y a pas, tu vois, cette connotation comme nous on a avec le fait de se dire qu'on a une jouissance sexuelle. Eux, c'est plutôt juste le fait qu'ils touchent, ça leur fait du bien. Et
et du coup ils le refont, mais il n'y a pas toute cette connotation derrière, tu vois. Mais est-ce que du coup c'est toujours pas de la sexualité entre guillemets et Alors, ou est-ce que c'est en est-ce que fait, c'est toujours une découverte de soi ou tu vois, ça dépend des âges. 8 ans, là, on va commencer à voir, voilà, l'enfant, il commence à grandir. Voilà, ça dépend des âges. Et puis après, on va rentrer dans la préadolescence. Donc là, va y avoir plus d'intention derrière, on va dire. Mais en effet, oui, ça a toujours été les prémices de la masturbation. Mais pourquoi cette petite fille, elle a honte? Tout simplement parce que sûrement, elle est dans un environnement où on lui permet pas d'exprimer ça. Tu vois, c'est peut-être quelque chose qu'on lui a interdit, c'est peut-être quelque chose qu'on lui a dit. Ah non, ça, faut que tu le fasses achète, faut pas que tu le fasses, parce que souvent, on a le cas où on voit souvent des enfants dehors se toucher les parties génitales, etc. Et souvent, les parents réprimandent très fort en disant, faut pas que tu le fasses, ouais. ne fais pas ça devant tout le monde. Voilà, ça peut être aussi des traumatismes de l'enfance, hein, parce que en fait, on a envie de faire quelque chose et puis en fait, les parents viennent nous mettre un cadre en nous disant ça, tu dois pas le faire en public, tu peux le faire en privé ou même des fois ne pas le faire en privé. Donc, je pense que ça dépend des âges, mais en effet, dans tous les cas, que ce soit de la sensorialité ou de la masturbation, ce qui change, c'est l'intérêt derrière, tu vois. C'est vraiment si derrière, quand t'es plus grand, par exemple, quand t'es dans la préadolescence, dans l'adolescence, oui, t'as compris que ça te fait du bien et t'as compris que c'est dans un intérêt sexuel. Mais quand t'es plus jeune, t'as pas cet intérêt-là. Juste ça te fait du bien. Et pour revenir sur ton anecdote, moi avec du recul, j'ai compris que très jeune aussi j'ai ressenti ces sensations-là. Je sais pas si vous avez fait ça, mais quand on avait envie de faire pipi et qu'on mettait notre talon de notre pied, moi je mettais mon talon de mon pied sur mon urètre en fait pour que je fasse pas pipi, tu vois, pour me retenir de faire pipi. Et en gros, en faisant ça, je ressentais des sensations et en fait c'est tout simplement parce que j'appuyais sur le clito sans le vouloir, tu vois. Et donc forcément avec du recul, j'ai compris que très jeune, j'avais cette sensorialité et j'avais justement cette chose-là qui me faisait du bien, mais c'est que plus tard que j'ai mis l'intérêt derrière, l'intérêt sexuel et l'intérêt masturbatoire. Justement, pour rebondir sur le fait que la masturbation peut être vécue comme quelque chose de culpabilisant, moi quand j'ai commencé à me masturber, donc à 18 ans, j'ai découvert ça. Bon, j'ai eu plusieurs essais avant que ça fonctionne et que je ressente du plaisir. Et une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, je le faisais mais tout le temps. Et vraiment tout le temps, mais j'en avais tellement honte. Genre je culpabilisais de fou. Je suis dans une famille très religieuse où on parle pas de ça, on parle pas de la sexualité. Et les seules relations que j'avais eues avant, c'était des relations platoniques. Donc il n'y avait pas de rapport au corps ou quoi que ce soit. Et ça m'a pris du temps de me détacher du fait que je pouvais ressentir une espèce de culpabilité en me masturbant. Et j'avais développé une addiction à ça, c'était difficile. J'étais extrêmement stressée à l'époque. Il faut le dire aussi, la masturbation, ça a des bienfaits sur la santé, et notamment le stress. C'était mon médicament, ma drogue. Mais c'est normal, tu sécrètes de la sérotonine et du coup, forcément, hormone du plaisir et t'assimiles ça à quelque chose de détendant parce que c'est le cas. On peut se le dire, hein, quand on a des grosses périodes de stress, se masturber un coup, ça fait du bien. Et même moi, genre un truc très bête, mais avant, j'osais pas me masturber quand j'avais mes règles et parce que j'avais des douleurs de fou. Et en fait, c'est une copine qui avait de l'endométriose aussi qui m'a dit, essaye de te masturber. Et la vérité, c'est que j'ai moins de douleurs quand j'ai des relations sexuelles avec mes règles ou que je me masturbe. Et en fait, ça a trop d'effets positifs, comme tu le disais, de se masturber ou avoir des relations sexuelles dans certains cas, mais c'est vraiment trop bien pour le corps et pour le cerveau, ça fait du bien au moral. Et en dehors de ça, la masturbation n'a que des bienfaits, hein. Elle n'a aucun méfait, et ça je pense que c'est important à le rappeler parce que on se souvient dans les années passées et plutôt dans les siècles passés où on disait quand même aux jeunes hommes et aux jeunes femmes que la masturbation rendait sourd, que la masturbation c'était le diable qui rentrait en nous, enfin voilà, toute cette... Ça c'était des menaces, tu vois, genre des outils un peu utilisés par les parents, tu vois, le diktat de l'enfant un peu pervers, tu vois, il y avait ce truc là de ouais, si tu continues tu vas devenir sourd, fais gaffe, tu vas te faire mal, non c'est mauvais pour toi. Et je sais que ça c'est un truc que j'avais beaucoup entendu, comme quoi c'était beaucoup utilisé pour faire un peu peur aux enfants et justement leur éviter ce truc là de se masturber tout court et surtout possiblement se toucher en public, tu vois. Exactement, oui, alors que la masturbation, vraiment avec les dernières recherches et les dernières études publiées, ça montre qu'il n'y a que des bienfaits, mais vraiment, mis à part, il y a
un seul méfait, on va dire, c'est si ça devient pathologique. Ça veut dire que si l'addiction a pris le dessus, en fait, ça devient handicapant pour toi. C'est ce que tu disais tout à l'heure, que tu te masturbais non-stop. Pour moi, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème tant que ça te fait du bien. Tant que ça te fait du bien, moi, il m'est arrivé à des moments dans ma vie, j'ai dû me masturber peut-être 10 fois par jour. Mais voilà, tant que ça ne nous fait pas du mal et tant que c'est pas handicapant dans notre vie quotidienne, on peut pas dire que ça nous fait du mal. Mais à partir du moment où ça devient une addiction et que c'est handicapant dans notre vie quotidienne, là, il faut aller consulter pour justement voir à quoi est associée cette addiction, pourquoi on a besoin de faire ça, qu'est-ce que ça nous déclenche chez nous, etc. Quoi. Là, ça sera plus complexe. Bah oui, exactement. À un moment, j'avais des douleurs au poignet, forcément, parce que c'était l'outil. Fallait attendre que ça se muscle un petit peu pour aller mieux ensuite. C'est comme des séances de kiné. En fait, au fur et à mesure, kiné. ton bras se muscle et tu deviens Popeye de la massue, quoi. Ouais, donc on va dire que c'était le seul... Excusez-moi, l'expression du Popeye de la masturbation, c'était pour me tuer. Mais vas-y, je t'en prie. Je disais, c'était le seul truc qui me freinait, genre quand j'avais trop mal au poignet. Et en fait, avec ça, le souci, c'est que j'ai aussi développé une addiction au porno. Et j'associe la masturbation au porno. Et du coup, je suis passée de zéro sexualité à masturbation et porno plusieurs fois par jour, tous les jours. Et c'était hyper difficile de se détacher de ça. Est-ce que, par exemple, vous parliez du fait que la sexualité est très mal enseignée au collège, au lycée, il y a peut-être une diabolisation des systèmes scolaires du fait de se masturber, etc. Et du fait d'utiliser les organes génitaux pour plus que la procréation. Est-ce que, justement, vous pensez qu'il y a des moyens de mieux apporter ça ou de mieux s'informer soi-même, en fait ? Moi, je pense... Alors ça, c'est vraiment très personnel, mais finalement, je pense que c'est pas le rôle de l'école. Je pense que c'est pas le rôle de l'école, étant donné que les programmes sont déjà chargés et je pense que chaque enfant a des parents. Voilà, chaque enfant a des parents et peu importe, après. C'est vrai que c'est plus compliqué quand tu as des parents religieux, quand tu as des parents qui n'ont pas eu une éducation très ouverte. Ça c'est un peu compliqué, même si je pense que les générations futures auront des parents plus ouverts, je pense, dans leur comportement et puis aussi dans surtout le dialogue intergénérationnel. Mais en l'occurrence, on a le merveilleux outil qui s'appelle Internet et je pense qu'aujourd'hui, si tu es sur Instagram, si tu es sur TikTok, si tu es sur YouTube, tu peux avoir accès à de l'information de qualité concernant la sexologie, concernant tout ce qui est le sexe. Et puis, je pense que surtout, ce qu'il faudrait mettre en avant, c'est vraiment d'aller faire ces dépistages, parce qu'on sait que les IST, les MST, c'est chez les 18-24 ans qu'il y en a le plus, notamment chlamydia. Je pense que ça, on met pas assez en avant le fait de se protéger. Parce que voilà, les années SIDA, c'est passé, ok, voilà, et faut toujours faire de la prévention par rapport à ça. Ça, pour moi, je pense que oui, dans les écoles, il devrait y avoir plus de la prévention IST, MST, faire attention à sa santé sexuelle, mais je pense que tout ce qui est vraiment éducation sexuelle à part entière, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font très bien leur part, et je pense que, voilà, comme on a vu, il y a de plus en plus de gens qui sont déconstruits. Moi, je vois mes petits cousins, ils sont hyper jeunes, ils sont tellement déconstruits, ça me choque en fait de voir à quel point ils sont ouverts sur plein de sujets et tout. Et je pense que voilà, c'est les nouvelles générations qui vont tout simplement pousser les anciennes vers la sortie. Et voilà, je pense que ça va se faire naturellement. Il faut pas oublier que tout le monde n'a pas la pensée déconstruite et Oui. tout le monde aussi n'est pas ok avec ces choses-là. Je pense notamment aux personnes religieuses pour qui, par exemple, la masturbation c'est pas du tout ok parce que dans leurs convictions, c'est pas bien de se masturber, il faut pas se masturber. Et je pense que leur imposer ça, même si certes on est d'accord, c'est une réalité, et certes on est d'accord, c'est très bien de se masturber, mais je me positionne en tant que thérapeute, je ne peux pas imposer ma liberté à des gens qui veulent s'imposer
leur religion, s'imposer des choses comme ça, tu vois. Bah oui, c'est normal, on va pas non plus forcer les gens à explorer leur sexualité, c'est totalement normal. Voilà. Oui, voilà, en fait, c'est pour ça. Et moi, en fait, je pense plutôt, quand je dis, ouais, c'est pas le rôle de l'école, je pense plutôt aux parents. En fait, je pense plutôt aux parents qui, justement, souvent inhibent énormément la sexualité, la masturbation, etc. Je dis pas à juste titre, mais je dis que c'est leur conviction, c'est leur religion, c'est leurs principes et leurs valeurs. Après, si l'enfant, l'adolescent a envie d'aller se renseigner sur le sujet, oui, il doit avoir accès à des ressources pour lui, mais je pense que c'est pas forcément le rôle de l'école, tu vois, d'imposer des cours en disant voilà, donc masturbez-vous, s'il y aura des bienfaits, etc. Je sais pas si vous voyez la nuance. Ouais. Oui. Je tenais à rebondir aussi par rapport au porno et à la masturbation, etc. Dis-nous tout. Je trouve personnellement dans le monde du développement personnel qu'il y a une diabolisation du porno, etc. parce que justement ce serait trop stimulant et que en arrivant par exemple à sa première fois, on imagine que ça va se passer d'une certaine manière, que ça va être fluide, etc. Ça nous vend un sexe parfait alors que au final ça ne l'est pas du tout et ça devient plutôt agréable dans les imperfections de la chose. Selon vous, le porno est bon ou pas du tout pour explorer la masturbation en surface en fait? Alors, moi je trouve que pour avoir eu une addiction au porno, je trouve que déjà au niveau du rapport au corps, on dit souvent que les femmes dans le porno ont un corps parfait. Moi je trouve pas du tout. Je trouve qu'on voit de tous les corps. Et moi ça m'a beaucoup aidé par rapport à mon rapport à mon propre corps parce que je suis désolée mais des femmes nues, oui on en voit dans des publicités de yaourt mais pas tant que ça. Et ça m'a beaucoup aidé à apprécier mon corps quelque part aussi et ma sexualité parce que ça montre des femmes qui prennent du plaisir seules ou à plusieurs et je trouve pas que le porno ce soit quelque chose de mal. Moi ce que je trouve qui est dommage dans le porno conventionnel c'est que c'est souvent des angles de vue masculins ou des situations dévalorisantes pour les femmes. Je trouve pas que le porno soit quelque chose de néfaste. Moi je suis totalement d'accord avec Shannon sur le sujet du porno, sur le fait aussi que du coup la problématique en fait avec le porno et l'industrie pornographique c'est la question de la représentation du plaisir féminin qui est pas du tout représentative en fait de ce que vivent les femmes et de ce qui fait kiffer les femmes, etc. possiblement. Et personnellement, tu vois, au niveau de l'expérience avec le porno, je sais que moi pendant une longue partie de ma vie, le porno hétérosexuel me dégoûtait à un point inimaginable. En fait, je savais pertinemment ce que je cherchais dans le pornographie et c'était clairement du porno lesbien. Je pense que dans ma tête, il y avait un peu le truc de c'est le seul moyen en fait de voir des femmes kiffer. Et de voir des trucs qui moi me plaisent, de voir le corps féminin, de voir des meufs qui se regardent, qui s'observent, qui se touchent même, tu sais, pas forcément sexuellement, mais qui s'embrassent de façon sensuelle et de façon vraiment là même, tu vois, genre c'est tout con, mais dans les pornos lesbiens, il y a je sais qu'il y a beaucoup plus ce truc là de des femmes qui se touchent le visage, qui se caressent ou des trucs comme ça, tu vois, genre des trucs qui sont juste sentimentales et possiblement on sait que c'est scénarisé, il n'empêche qu'il y a ce truc là de c'est pas nécessairement violent, c'est pas nécessairement poussé jusqu'à où est-ce qu'on peut aller, etc. Tu vois, genre. Alors que dans le porno hétérosexuel, il y avait ce truc-là et moi personnellement ça me repoussait. Moi je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que ça permet de montrer plein de trucs et qu'on voit différents corps, on voit différentes femmes, on voit aussi différents hommes en plus, donc c'est cool aussi. On voit un peu moins les hommes, je trouve. Leur visage souvent on le voit pas. Alors que les corps des femmes, les visages des femmes sont représentés. Ouais, mais tu vois dans le sens où il y a un panel, tu vois, aussi est généralement masculin, on va pas se mentir. Bah oui, c'est ça. Ouais, aussi parce que vu que c'est pour les hommes, tu vois, il y a aussi le truc il y a tellement de kinks différents chez les hommes du coup ils cherchent un panel de femmes ce qui est cool du coup, mais d'ailleurs c'est quand même, les catégories en général sont tournées vers les femmes, il y a des catégories raciales carrément sur certains sites, ou catégorie même d'âge, catégorie d'âge, pour les femmes t'as catégorie de métier lol et plein de trucs comme ça. Niveau porno, personnellement du coup vu que j'ai eu du mal avec le porno hétérosexuel, c'est un truc que j'ai découvert super tard, genre type cette année, tu vois, mais en fait du coup okay. J'ai 18 ans et un truc que j'ai découvert c'est le porno amateur, donc c'est-à-dire que c'est des vrais couples qui se mettent d'accord, etc., qui mettent en place des boundaries par rapport à ce qu'ils vont faire et tout machin, mais en gros pour les non bilingues est-ce que des limites en gros ils mettent des limites de qu'est-ce qui les dérange, qu'est-ce qu'ils veulent faire et montrer publiquement sur certains sites. Par exemple il y a des choses je sais pas, j'imagine que il y a par exemple typiquement il y a des couples qui se filment et qui ne montrent pas leur visage et qui gardent l'anonymat, etc., et qui pourtant sont très très populaires sur je sais pas, Pornhub et d'autres sites genre type Léo Lulu je crois, bah oui, mais qui font aussi des pornos audio
qui sont incroyables. En fait, le porno amateur, c'est cool parce que c'est des vrais couples qui ont une vraie alchimie et qui font pas des scénarios qui sont dingues, machin. C'est des trucs où en fait, concrètement, tu vois un couple faire l'amour, tu vois. Je prends énormément de plaisir, tu vois, à regarder un porno où tu vois des gens qui s'aiment, genre des gens qui se serrent, des gens qui se parlent, des gens qui rigolent, tu vois. Et ça, c'est des trucs où personnellement, ça me fait 1000 fois plus kiffer que n'importe quelle position inimaginable, genre. Mais c'est pour ça que, par rapport au rapport sexuel, etc., je trouve que quand même, majoritairement, c'est un moment très ingrat parce qu'on se concentre pas forcément sur notre plaisir et souvent, on a envie que l'autre personne prenne plaisir et qu'elle ne nous juge pas, entre guillemets. Et c'est pour ça que dans le noir, personnellement, c'est pour ça que je trouve que dans le noir, ça passe mieux parce que déjà, il n'y a pas la frontière de à quoi est-ce que je ressemble, il y a juste la frontière comment est-ce que la personne se ressent par rapport à moi, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un moment très ingrat et vulnérable, en fait. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui sera amené à évoluer chez toi ? En vrai, je te le souhaite aussi, dans le sens où allumer la lumière ou faire l'amour en extérieur aussi, tu vois, parce que du coup, c'est très limitant. Ou arriver à regarder la personne dans les yeux. De ouf. Est-ce que c'est un noir après, quand complet, je dis dans le noir, c'est pas dans le noir complet, tu vois, c'est vraiment une lumière un peu plus. Oui, c'est ça. Mais après. Parce que du coup, t'es limité au fait d'être à l'intérieur. Exactement. En fait, t'as besoin d'avoir un endroit, et c'est pas du tout un mal quand je dis ça, mais dans lequel tu te sens confortable pour pouvoir te mettre bien et que la personne soit bien aussi et qu'en plus on ne te voit pas totalement. Et est-ce que tu penses qu'un jour tu arriveras à surpasser ça et à pouvoir dépasser tes propres limites, entre guillemets, pour... Pour moi, c'est pas vraiment une limite, c'est plus je me le suis un peu instauré avec moi-même, etc. Le fait que quand, dans le noir, c'est plus... tu vois, tu te laisses aller. C'est ça, c'est plus intime quand t'es dans le noir et tu te sens plus vulnérable. Tu vois, perso, il y a un peu le truc de... quand j'ai fait ma première fois et tout, la personne avec qui j'étais au début j'avais pareil un peu ce truc là de vouloir rester dans le noir parce que je suis plus à l'aise, etc., et que ça me faisait un peu flipper le truc de on se voit mutuellement, on se voit vraiment, genre avec la lumière et flash, tout ça. Moi personnellement, j'avais vraiment ce truc là de au fur et à mesure que tu découvres ta sexualité avec quelqu'un, t'as envie de le voir, tu vois, t'as envie de le regarder, t'as envie de le voir kiffer, t'as envie de pouvoir se dire des choses et que tu vois le visage, tu vois le corps, tu le découvres et parce que, genre, tu vois, c'est un truc tout con, mais genre le fait de voir le dos de quelqu'un qui se contracte, c'est kiffant. Et et ça tu le vois pas dans le noir. Donc tu vois, c'est des exemples de moi personnellement, au fur et à mesure que je découvre la personne, j'ai de plus en plus envie de la voir en fait, et de voir son corps et son visage et ses émotions. Moi je trouve un truc qui peut aider par rapport à l'image de soi dans la sexualité, c'est se prendre en photo, faire des nudes, essayer de romantiser son corps. Et d'ailleurs Chloé, il me semble que toi tu as un mime. Oui. Est-ce que tu peux nous parler je crois que tu as un rapport particulier au nude etc. Est-ce que tu peux nous en parler ? Exactement. Justement, il y a de ça 2 jours, j'ai eu W9 qui est venu filmer un documentaire à ce propos. Parce que, effectivement, moi, j'ai pas le même rapport à mime que certains autres créateurs. Personnellement, pour moi, ça a été même avant mime. Pour moi, les nudes, ça a été la réappropriation de mon corps, ça a été une thérapie vraiment de self-love, d'aimer mon corps sous toutes ses formes, de le prendre en photo nue, d'aimer mes bourrelets, tu vois, d'aimer mes seins, d'aimer mon pubis. Ça a été vraiment une ode à l'amour de soi. Pour moi, les nudes, c'est en ça que je trouve que les nudes, c'est thérapeutique. Complètement. Vraiment. Et le fait en fait d'ouvrir un mime, ça a été tout simplement parce que j'ai été virée du programme YouTube, donc j'avais plus de source de revenus et je me suis dit écoute, pourquoi pas, dans tous les cas je fais déjà des nudes gratuitement, donc pourquoi pas me faire payer pour faire la même chose. Moi je compare mon mime au Louvre, tout simplement. Pour moi c'est une galerie d'art et tu payes le ticket pour rentrer et regarder l'art. Voilà, je fais des belles photos avec de la belle lumière, de la belle lingerie. Je trouve que c'est important aussi d'avoir ces moments intimes à soi. Je pense que pour moi, c'est avant tout cette bulle que je me crée quand je fais mes shootings. C'est vraiment le fait de me voir dans des tenues, de voir aussi mes angles, de voir mon corps, comment il évolue avec le temps, parce que ça fait maintenant 2 ans que je fais mime, et c'est vrai que mes premières photos n'ont rien à voir avec les dernières. Et je pense que c'est aussi un déplacement d'objets transitionnels, c'est-à-dire que avant tout ce qui était mon néotisme, tout ce qui était un peu relié à mon corps, sex appeal et tout, je le postais sur mon Instagram. Et en fait, maintenant que j'ai Mime, cette plateforme vraiment dédiée, mon Instagram n'est plus du tout là pour
combler cette partie-là de moi en fait. Je sais pas si ça fait sens, Mm. mais pour moi, voilà, maintenant j'ai mon côté professionnel, donc Instagram, et j'ai mon côté érotique, voilà, toute la sphère, voilà, la sphère sexy, sex appeal, la sphère art, thérapie, va se passer sur Mime. Et c'est vrai que je pense que peu de créateurs de contenu ont cette dimension-là, en tout cas la dimension thérapeutique et la dimension acceptation de soi, s'aimer. Voilà, moi personnellement, ça m'arrive très souvent en fin de séance photo de me masturber parce que voilà, de m'avoir vu dans des jolies tenues et d'avoir vu mon corps sous tous ses angles, forcément, ça m'a excitée et forcément, j'ai envie de m'honorer en faisant encore plus plaisir à mon corps. Bah, tu as raison, hein. Moi j'ai un peu le même rapport que... Enfin, j'ai pas de mime, etc. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, tiens, j'ai envie de faire un petit shooting, j'en fais un, belle lingerie, etc., petite ambiance. Plus tard, si à un moment, je sais pas, j'ai un petit coup de mou, je suis pas bien et tout, parfois je revois les photos et je me dis, en fait, je suis bien, genre, sympa et tout. Le fait de parfois ressentir de l'excitation vis-à-vis de soi-même, je trouve que ça aide aussi dans des situations de sexualité, que ce soit la masturbation ou le rapport à plusieurs. Est-ce que vous pratiquez le nude? Après, par rapport à ça, enfin, je pars du principe que il n'y a pas vraiment... Enfin, j'ai une idée très bizarre de la sexualité en général. Mais enfin, pour moi, il y a vraiment des énergies féminines et des énergies masculines. Et je pars du principe... Enfin, moi, je m'identifie plus en énergie féminine, du coup, c'est ça qui est... Voilà. Et le fait que vous ayez parlé de la masturbation après le fait d'avoir pris des photos de soi, je trouve ça super... comment dire, ça m'a un peu libéré parce que je faisais ça, je fais ça souvent, quoi, parce que je trouve pas, enfin c'est pas ne pas trouver le plaisir dans le porno des autres, etc. Mais ça vend un truc qui n'existe pas, c'est-à-dire la perfection, les corps qui sont faits pour ça justement, enfin pas faits pour ça, mais c'est utilisé pour ça. Exactement, c'est comment dire, ils sont, en fait, c'est leur business d'être beau dans le pendant l'acte, et du coup nous ça nous vend un truc qui n'existe pas, et le fait de me découvrir enfin moi je le fais plutôt en miroir, je prends pas de photos forcément, mais juste je me regarde et j'essaye d'analyser mon corps, etc. Parfois ça en devient maladive, c'est plutôt ça en fait, dans le fait de redécouvrir son corps et de ne pas se laisser juger par une mauvaise lumière, etc. Juste apprécier entre guillemets ce qu'on voit de l'autre côté du miroir en fait, et je trouve ça super intéressant de ne pas être seul à le faire, quoi. Et j'ai eu des copains qui, je leur envoyais des nudes parce qu'ils m'avaient dit que ça leur faisait plaisir. Puis moi je l'ai fait de toutes les façons, donc voilà. Et mais après je vais donner des petits tips pour pas qu'il y ait de problème sur internet, etc. Oui, et eux ils savaient pas quoi m'envoyer. Du coup moi j'aurais dit les dick pics, ça me fait rien du tout, ça ne m'excite absolument pas, gardez pour toi. Sans être méchante, hein, mais c'est juste je trouve pas ça excitant du tout. Et sinon ils n'avaient pas trop d'inspiration, ils savaient pas trop comment faire, alors que je trouve que le corps de l'homme peut être beau, il peut être mis en scène, il y a pas de différence, il faut juste prendre le temps de le faire. Et du coup, mes petits tips pour diffuser vos photos à vos partenaires sans problème. Déjà, ne pas afficher votre tête, pas de signe distinctif. Genre si vous avez un tatouage, essayez de le flouter. Aussi, moi quand je fais un nude, je le fais pour qu'il soit beau et pour que je me dise, si un jour ça va sur internet, franchement je suis incroyable. Donc je suis fraîche. Du coup franchement j'ai pas honte, hein. Tout le monde a un corps, tout le monde enfin voilà, je trouve on voit assez de corps dans la pop culture, etc. Pourquoi est-ce que j'aurais honte que mon corps soit sur internet? Ok, c'est mon corps nu ou en lingerie, mais c'est beau, il est où le problème? Genre je suis fière de ça, il y a pas ma tête. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi, Chloé? Moi, je pense que justement, j'ai fait une vidéo qui s'intitule Mes nudes ont fuité, que faire? Et justement, je donnais exactement ces conseils-là. Déjà, je pars du principe que quand on fait des nudes, c'est horrible à dire, mais il faut pouvoir les assumer derrière. Il faut pouvoir les assumer devant tes parents, devant tes collègues de travail, devant tes patrons. Il faut en fait se parer à toute éventualité si jamais ils fuitent. Voilà, on sait jamais. Voilà, aujourd'hui, t'as confiance 100% en quelqu'un, et puis demain, il te la met à l'envers, il te fait du chantage. Ça arrive 1000 fois. Aujourd'hui, on peut faire confiance à personne, comme disait l'intervenante par rapport à la technologie. On peut faire confiance à personne, ni même à notre téléphone, qui peut nous trahir du jour au lendemain. Donc voilà, la première chose à faire, c'est vraiment se dire, bon, si ça sort, est-ce que j'assume? Est-ce que
est-ce que ça me dérange si ça c'est en ligne? Et je pars du principe qu'il faut se mettre des limites par rapport à ça. C'est pour ça que moi, sur mon mime et même dans mes nudes de la vie privée, j'ai toujours mes limites où je me dis, ça, si ça se retrouve sur Internet, je vais pas assumer. Ça, si ça se retrouve sur Internet, je m'en fous. Mais voilà, déjà, ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, bah, je pense que c'est tout simplement voilà, hein, se préparer à toute éventualité et, euh, et juste kiffer le moment et puis pourquoi pas les supprimer ou si vraiment ou si vraiment on n'a vraiment pas confiance, ben faire comme le jeune homme a dit, hein, juste se regarder dans le miroir et pas faire de photos et juste les avoir dans sa tête et kiffer sur le moment, hein, tout simplement. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux hommes qui nous écoutent et qui savent pas trop comment s'y prendre? Pour faire des nudes, Oui. c'est vrai que c'est très délicat. Je pense que ça, on devrait demander plutôt aux hommes. Justement, j'allais parler de mon ami Simon Vandem, qui lui, du coup, a un OnlyFans. Et donc, je m'inspire beaucoup de lui en termes d'image, de création, etc. Et c'est vrai que je vois un peu comment lui fait ses photos, comment il transforme son corps en art. Et en fait, il faut vraiment jouer avec les ombres. En fait, il n'y a pas que le pénis. Je pense que c'est surtout ça à dire aux hommes, c'est qu'il n'y a pas que votre pénis. Et s'il vous plaît, évitez les contre-plongées avec votre gland en gros plan. S'il vous plaît. Ça, c'est pas excitant. Aucune femme n'a été excitée par ça. Et n'oubliez pas que vous avez tout un corps. Vous avez un ventre, vous avez des tétons, vous avez des fesses. Après, personnellement, je pars du principe que la communication, c'est très sexy. Et puis, juste, si on a envie de voir une partie du corps de quelqu'un, on peut lui dire j'aimerais voir ça, j'aimerais. Enfin, c'est ça. Bien sûr. Et je rajouterais par rapport à ça, je pense que les filles peut-être valideront ou invalideront ce que je vais dire, mais les mains des hommes, les bras des hommes, Après, je valide également. Hein, les veines des hommes, enfin, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais c'est des choses qui peuvent énormément exciter, alors que pourtant, ça n'a rien de génital ou d'érogène à proprement dit, quoi. Bah ouais, mais c'est hyper excitant, les mains et les épaules, là, Ouh. Arrête, Shannon. Non, mais clairement, t'en parlais tout à l'heure, Jalil, mais juste le fait de demander à l'autre, déjà si c'est ok d'envoyer un nude, et ensuite lui demander ce qu'il veut voir. Il y a ce truc un peu, en plus, je pense, un peu excitant si tu demandes un nude à quelqu'un et que tu lui dis « Ouais, j'aimerais bien voir tes mains ». Il y a une espèce d'excitation qui se crée de comment il va me la montrer et qu'est-ce qu'il va faire. Même l'inverse, tu vois, genre toi, aller voir ton partenaire et faire « Hey, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux voir ?» Et tu vois, genre, dans la limite de qu'est-ce que toi tu veux faire, tu vois. Mais genre... Pas vraiment. En vrai... Non, mais tu vois, une fois que t'es à l'aise avec la personne et tout. Ça dépend les gens. C'est ça, mais je trouve que le fait de solliciter la personne, d'être aussi vulnérable que ça, de lui dire j'aimerais bien voir ça, tu vois, genre, je trouve ça tellement beau de se dire que, en fait, enfin, c'est pas ne pas avoir froid aux yeux, mais juste être assez à l'aise avec quelqu'un. Et je pense aussi que c'est un truc de la sexualité qu'on oublie. Le fait d'être à l'aise, c'est... De parler de ça avec quelqu'un, tu veux dire ? C'est ça. Ouais. Ça pousse le truc à un autre niveau, de communiquer. Vraiment, je prône la communication, personnellement. Pour moi, il devrait pas y avoir de sexe sans communication. Et puis, je sais pas qui avait parlé de rigoler pendant le sexe. Moi. Voilà. J'adore rire. Je trouve ça tellement cool. Genre, quand t'es bien à l'aise, etc., qu'il se passe un truc et que vous commencez tous les deux à rigoler et que ça part en fou rire, etc., je trouve ça incroyable. D'ailleurs, j'en profite pour dire ça, mais il y a aussi ce truc on n'en parle pas beaucoup, mais quand les femmes jouissent, enfin, les personnes avec un clitoris jouissent, plutôt. Par exemple, je tape des fous rires. Parce qu'il y a tellement d'hormones et de sensations en moi que mon corps bégaye et sait plus quoi faire. Et je hurle de rire. Et vraiment, je me tape une énorme barre. Pas tout le temps, évidemment. Mais du coup, c'est un indicateur pour moi aussi de voir si j'ai passé un bon moment. Il y a des personnes qui pleurent aussi. Ouais, il y a des personnes qui pleurent. En fait, c'est parce qu'il y a trop c'est nécessairement de la tristesse, c'est juste de la relâche. Ouais, c'est le corps qui réagit au fait qu'il y ait trop d'hormones. Et que, voilà, genre, il s'est passé un truc incroyable et qui n'arrive pas tout le temps, tous les jours, forcément. Mais ouais, non, rigoler, c'est trop bien. Et juste un truc aussi pour préciser pour les nudes. Là, on en parle et on se fait plaisir et tout. Vous avez totalement le droit, pour ceux et celles qui nous écoutent, de ne pas kiffer ça et de ne même pas être excité par ça
Et c'est normal aussi, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises choses, rassurez-vous. Chacun est libre dans sa sexualité de faire ce qu'il veut dans la limite du consentement et du légal, évidemment. Mais après, moi, je vous invite quand même à essayer si vous avez un problème avec l'image de vous-même, parce que ça aide énormément. Comme a dit Chloé, ça sert de thérapie aussi. Totalement, mais par contre, si je pouvais dire une petite phrase, c'est que tout est possible, mais rien n'est obligatoire. Exactement. Ouais. Très bien dit. Enfin, l'exemple des dick pics, du coup, personnellement, ça ne m'excite absolument pas. Bah, je sais que moi, typiquement, dans mes nudes à moi, j'avais le truc de, en fait, vouloir faire pas nécessairement des trucs, en fait, comment est-ce qu'on dit Brut, cru. Ouais, tu vois, genre des trucs où on voit nécessairement, même mes seins, tu vois, genre le truc de Montrer des en parties fait, qui habituellement sont jouer avec quoi. le fait de cacher certaines parties, ça peut être très Ouais, charnel. Et ouais, voilà, et en fait, moi je sais que, en fait, genre, c'est une anecdote hilarante, mais genre, j'avais fait des nudes, et quand je les avais envoyés à un de mes partenaires, la première réponse qu'il m'avait balancée, c'est en mode, tu vois, c'est ça le problème, en fait, de sortir avec quelqu'un qui fait de l'histoire de l'art, c'est que genre, tu vas faire des trucs artistiques à chaque fois. Et que du coup, en fait, c'est des trucs qui sont très suggérés, mais du coup, qui sont entre guillemets un peu poussés. Jouer avec la transparence, etc., jouer avec la dentelle, jouer avec voilà tout ce qui va être sous-vêtements et lingerie, etc. Tu peux prendre des tissus, des draps à moitié transparents et essayer de jouer avec de la lumière, etc. Enfin, c'est des trucs où tu vois, typiquement les trucs des tétons, t'es pas obligé de les montrer, tu peux les suggérer avec un drap. Pareil pour les hommes, tu vois, genre ce truc là de pas nécessaire, genre les photos de dos, les photos de bras avec les veines, etc. Tu vois, genre ça c'est des trucs qui sont personnellement 1000 fois, ouais, les mains, des trucs qui sont 1000 fois plus excitants que et dick pic. Et voilà. Et je pense que en vrai ça marche dans les deux sens. Personnellement, moi j'ai pas particulièrement envie d'envoyer ma vulve, mais par contre suggérer plein de trucs et vraiment faire des trucs qui vont être charnels plus que simplement sexuels, ça moi j'adore, tu vois. En fait, en soi, les dick pics, je pense que ça pourrait exciter si c'était pas pris de cette façon-là. Oui, en fait, c'est qu'il y a aussi tout un du... contexte autour qui fait que aujourd'hui, en fait, la dick pic, c'est devenu un peu problématique. Ouais, un truc de harcèlement. Mais et puis il y a souvent ce la course plan à la plus bazooka, grande. là. C'est ça le problème. La course à la quoi? La plus grande? Ouais. La plus grosse. La plus grosse, la plus longue, tu vois. Et c'est ça qui est chiant, c'est que après l'homme sera, enfin, quand un homme envoie ce genre de choses, il sera juste content de montrer que voilà, elle a l'air grande, elle a l'air grosse, et puis c'est tout. Et c'est ça en fait, c'est le fait de le prendre sous cet angle-là, tu vois, c'est ça qui fait qu'en fait c'est pas du tout kiffant de regarder ça, c'est parce que si c'est pour montrer à quel point elle est grande ou elle est grosse, ça sert à rien. Parce que tu le fais pas pour me faire plaisir à moi, tu le fais pour remonter ton ego, et dans ce cas-là ça sert à rien. On s'en fiche, laisse-la dans ton pantalon, quoi. Mais moi j'ai un truc, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi à chaque rapport que j'ai avec des garçons, ils me demandent après oui alors t'as pensé quoi de... T'as kiffé? Non, t'as pensé quoi de mon pénis, genre est-ce qu'il est genre par rapport à ce que t'as déjà vu auparavant? Et j'en ai parlé à d'autres gens. Genre en mode besoin d'être rassuré pour oui, parce qu'en fait, ils savent pas. En vrai, ça peut être cool. Ils ont que l'image du porno. Mais ça, c'est en vrai. parce que les hommes ne connaissent pas l'importance de l'aftercare. C'est-à-dire ça. Quoi? Ça, il faut en parler. Mais... Dis-nous, Chloé. Il faut en parler, ouais, l'aftercare, oui, bien sûr. Non, monsieur a commencé. Je le laisse commencer à produire ce sujet. En fait, personnellement, je me dis, après, même dans les pornos, c'est jamais quelque chose qui existe, l'aftercare, etc. Et justement, les hommes, souvent, enfin... Est-ce qu'on peut juste expliquer ce que c'est l'aftercare pour ceux qui savent pas? Tout de suite. L'aftercare, c'est ce qui se passe après le sexe. C'est un moment très rassurant, très confortable, parce que, enfin, après le sexe qui est très vulnérable, très parfois trop poussé pour certaines personnes, etc. L'aftercare, ça va venir rassurer les personnes, remettre les pieds sur terre et peut-être avoir un côté un peu plus doux et tendre, après le sexe, quoi. Et puis, je voulais juste simplement dire que c'est jamais présent dans les pornos, etc. Et les hommes, souvent, j'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui se foutaient de la gueule des hommes parce que justement, à la fin, ils savent pas quoi dire, etc. Alors que c'est juste qu'ils ne savent pas comment communiquer après le sexe, comment apporter l'aftercare et comment juste prendre soin de soi et se rassurer entre partenaires pour que ce moment soit pas vulnérable et qu'on se retrouve pas à demander les performances et de remplir un questionnaire, etc., quoi. C'est ça. Moi, je pense que l'aftercare, c'est surtout boucler la boucle. C'est vraiment refermer cette bulle qu'on a créée. C'est vraiment voilà, se dire bon on a partagé quelque chose d'intense, de fort, de très intime. Maintenant, tout doucement, on va se réancrer dans le réel, on va chacun aller vaquer à ses occupations, mais avant toute chose, pour moi, c'est important, mais vraiment très très important, le contact post-coital. Étant donné que quand j'entends des gens dire ah bah ouais, une fois que j'ai craché en elle,
moi je me rhabille, je me casse, je vais boire je vais boire un verre d'eau et je vais fumer ma clope. Bah c'est normal qu'après la fille, elle se sente utilisée, elle se sente humiliée, elle se sente comme un objet, hein, tout simplement, comme un réceptacle. Et on peut vraiment comprendre que voilà, il faut être là, il faut être présent, il faut pas forcément débriefer de ce qui vient de se passer, mais juste rester un peu dans les câlins, rester un peu dans la sensualité et ensuite tout doucement revenir à la réalité, aller se doucher ensemble. Ça, je trouve ça très important. De se rhabiller. De se rhabiller ensemble, etc., tu vois, et pas chacun de son côté. Parce que souvent, on se déshabille ensemble et puis chacun se rhabille de son côté, quoi. Possiblement, je sais pas, récupérer la culotte et la mettre à votre partenaire, ou prendre votre caleçon. Ça, c'est très très mignon, mais genre, tu vois, genre prendre, du coup, entre relations hétéro, possiblement, tu vois, genre prendre le caleçon et le mettre à ta partenaire, c'est super mignon. Parce que, genre, ça, c'est des trucs où tu vois, tu montres de l'affection et c'est tout con, mais en vrai, c'est des trucs qui font super plaisir. Et tu vois, du coup, genre, l'aftercare, ça peut passer par du contact physique, ça peut passer par des petites attentions comme ça, et ça peut bien évidemment aussi passer par la communication si tu as besoin de savoir comment ça s'est passé, si tu as besoin de partager que il y a un truc qui t'a moins fait kiffer, un truc qui t'a pas fait plaisir, un truc qui t'a particulièrement fait kiffer, et la prochaine fois il faut qu'on fasse ça. Ça peut être sympa aussi, ça dépend totalement des personnes, il faut juste savoir s'adapter l'un à l'autre. Après, vous me dites si je suis un peu fou, j'allais proposer qu'on fasse un tour de table des choses que vous n'aimez pas ou que vous aimez bien entendre après l'acte, en fait. Ça peut être super intéressant de savoir... je pensais que t'allais dire les trucs qu'on kiffe pendant... Ouais, moi aussi, non, genre... en vrai, on peut, mais... C'est ça. Je sais pas si c'est dans le cadre du podcast de faire ça, mais... Le thème, c'est le rapport au corps, donc oui. On se confesse. Mais si tu veux, je peux commencer. Vas-y. Allez. Qu'est-ce que tu aimes bien entendre après le... Mais en général, je dirais ce que j'aime entendre, c'est ça, juste ce qui est bien, ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, pourquoi ça t'a pas plu. Après, j'aime bien quand il dit sur le moment. Parce que, par exemple... j'ai pas trop aimé ça et tu l'apprends après, t'es là en mode merde. Non, genre pareil, quelqu'un qui n'avait jamais fait de cuni de sa vie, qui voulait essayer avec moi, genre il a pas kiffé, il a commencé et je voyais que déjà il savait pas faire, il savait pas s'y prendre. Du coup je lui ai dit je voyais que ça lui plaisait pas, je lui ai dit arrête, ça me fait pas de plaisir en fait, donc y a pas de problème, on va pas faire ça, y a pas de problème. Et le fait, s'il avait fait et qu'après il m'avait dit franchement ça m'a dégoûté et tout, je pense que j'aurais pas kiffé. Mais c'est ça, il y a tellement une infinité de choses à faire que quand tu découvres un truc et que ça marche pas, les gens ils sont là en mode... ils ont peur que ça marche pas en fait, c'est ça le problème. Moi j'avoue que j'ai un peu ce truc là par rapport à la fellation en vrai. Moi j'avoue que le rapport à la fellation, j'ai un rapport hyper... pas de dégoût tu vois, mais le genre... En fait genre, j'ai un peu le truc de... Effectivement, le faire, ça me fait pas particulièrement kiffer. Limite, ça me fait peur, en fait, parce que j'ai trop peur de mal faire et que je préfère ne rien faire plutôt que mal faire quelque chose dans ces cas-là. Encore une fois, la solution, c'est de demander à l'autre... de ouf, mais tu vois, ça... Est-ce que je t'ai fait mal ? Et puis si t'as pas envie de le faire, tu vois, genre, vu que moi, ça me fait tellement flipper, en fait, j'ai le truc de... Je pourrais, tu vois, commencer et me faire guider, mais j'ai même pas le... Ça me fait tellement flipper que je prends même pas les initiatives parce que... s'il y a un truc qui se passe mal, ça me fait extrêmement peur, tu vois. Et en fait, l'image de la personne qui a l'impression du coup que je suis mauvaise à ça, ça me fait très peur. Mais en vrai, et moi j'ai toujours eu un rapport à la fellation qui est du coup hyper flippant. Ouais, mais je comprends, parce qu'il y a ce truc aussi un peu sexuel de la fellation doit être faite et tout, notamment dans les relations homosexuelles ou hétéro, bref. Si t'as pas envie, tu fais pas. Hein. Oui, voilà. Si on veut pas le faire, il y a pas d'obligation comme les cunis, comme le fait de masturber l'autre ou quoi. Et genre il y a des choses, il y a des gens qui préfèrent certaines choses et d'autres qui aiment pas, et voilà. Et j'ai entendu des discussions par rapport à ça, c'est fou, mais des mecs qui disaient que genre mais moi j'attends de voir si elle suce, et si elle suce pas, moi je fais pas de cunis. Voilà. Parce que c'est donnant-donnant. Alors que l'inverse, ils s'en fichent totalement. Ouais, voilà, super, allez. Et vraiment, j'étais là en mode, mais si la personne n'a juste simplement pas envie et qu'elle a un blocage par rapport à ça, c'est-à-dire que toi, tu comptes ne jamais lui faire de cuni de sa vie parce que t'as un blocage, et moi, je vais pas me faire chier. Hein. Genre, pardon ? Après, il n'y a pas que fellation, cuni, etc. et pénétration. Moi, j'adore, par exemple, les caresses. Ouais. Je trouve que c'est 10 fois plus excitant. Surtout que, en fonction des gens, je pense qu'il y a différentes parties du corps qui sont sensibles. Juste ça peut être tellement plus excitant que... Et ça, faut tester, tu vois, pour et puis, il y a d'autres zones de ouf. Et puis, il y a d'autres zones qui sont très érogènes chez le corps de l'autre. Et on n'en parle pas et on le considère pas sexuel parce qu'il n'y a pas d'acte sexuel au sens littéral du terme. Mais enfin, je suis désolée, une caresse, ça peut être sexuel. Et on peut obtenir un orgasme autrement qu'en passant par les organes génitaux. Et on n'en parle pas assez. Et ça, c'est trop cool. Tu voulais dire pour ce que tu aimes entendre après
Merci. C'est pas forcément. C'était sympa, on se refait ça. C'était super. Non. On s'appelle, on se colle. Mais personnellement, c'est plutôt. Pardon. En fait, c'est plutôt dans le fait de fluidifier, le fait de... C'est pas passer de 100 à 0, plutôt passer graduellement de 100 à 0. Et le fait d'être... Tu fais des échelons comme un plongée. Ok, là, on va... perdu la tête, on va perdre un petit pourcentage. Mais du coup, ce serait plutôt genre faire des petits câlins, enfin, plutôt dans la continuité, les caresses, etc. Genre passer d'un moment trop... excusez-moi du terme bestial, et arriver à un truc beaucoup plus doux et beaucoup plus chaleureux, on va dire, je sais pas. Et est-ce que genre au niveau de la communication verbale, il y a des trucs, tu vois, du coup, qui t'aident avec ça? Personnellement, non. C'est vraiment genre, même si on peut se faire des blagues, etc., je sais pas, regarder un film, après, vraiment dans la communication, c'est ça. Désolée. Vas-y, Jeanne. Genre, non, mais du coup, ce que tu disais, tu vois, genre, on peut se faire des blagues. Genre, c'est super drôle, tu vois, le moment où tu fais en mode, tu vois le moment où il s'est passé ça. C'était hilarant et je me suis retenue de rire et c'était trop drôle et genre tu vois, genre je sais pas, des moments où des trucs à la con, tu vois, de genre tu te tapes un peu genre possiblement tu te prends le lit dans la tête ou des trucs comme ça et genre le truc après c'était hilarant mais je devais me retenir sur le coup parce que sinon je perdais le truc, tu vois. Et ça, je trouve que c'est sympa, tu vois, le fait de pouvoir rire en fait de situations qui peuvent paraître ridicules ou qui peuvent en fait il y a des moments ridicules et c'est trop kiffant. Toi, Morgane? Moi, je pense que je suis un peu un mélange de vous tous. J'aime bien faire des blagues aussi, surtout que je suis hyper maladroite, je suis assez souple et parfois je me retrouve dans des positions que je comprends pas et genre j'ai l'impression d'être un pantin. Et genre j'aime bien dire ça parce que ça me fait trop marrer d'en parler de je sais pas comment mon corps a réussi à faire ça, mais vas-y, l'adrénaline a fait que c'était possible. Ou j'aime bien aussi les caresses et genre le fait de passer une main dans les cheveux ou de, je sais pas, un geste tendre, une petite tendresse pour la fin, comme un petit dessert. Pourquoi pas des briefs aussi, ça m'arrive parfois, il y a des moments où j'en ressens pas le besoin et mon ou ma partenaire en ressent peut-être pas le besoin. Et il y a des moments où c'est chouette aussi, même s'il n'y a pas de choses à dire en mode ouais, ça j'ai pas trop aimé, mais juste se dire bah j'ai passé un bon moment, c'est agréable aussi. Bah je sais pas, c'était très chouette, merci, bonne continuation, tu vois. Enfin genre je sais rien, mais à la semaine prochaine. Non mais voilà. C'est ça, en fait, avant de demander à Chloé, j'aimerais mentionner le fait que en fait la société serait bien si les hommes n'avaient pas d'ego en fait. Tu vois, parce que il y a pas forcément de phrases à dire après le cul, faut juste pas dire ouais, est-ce que t'as aimé mon pénis? Non, mais puis même, tu vois, faut préciser que l'aftercare, ça marche aussi pour les coups d'un soir. Ça marche aussi pour les marche pour tout le monde, en fait. Et tu vois, ce que tu disais par rapport au fait qu'il n'y a pas nécessairement de truc verbal, bah du coup, en fait, ça dépend de ouf des gens. Et je sais que moi, je crois que je suis un peu comme toi, en mode ouais, les vannes et tout, j'aime bien, mais je pense que ça dépend aussi du partenaire. Mais tu vois, genre, je pense que moi, ça passe plus par le fait en fait, que la personne te montre que c'est pas parce qu'on a arrêté que ton corps est moins beau. Tu vois, genre quand la personne continue de te caresser, continue de te serrer contre elle, etc. Il y a une existence qui va au-delà de l'acte sexuel. Il y a un peu le truc connu, je crois que c'est un truc un peu connu, tu vois, une fois que le sexe que l'acte est terminé, l'homme possiblement peut avoir un dégoût envers tu vois, il y a des mecs, tu vois, genre parce qu'une fois qu'ils ont éjac, ils ont vraiment le truc de. Est-ce que c'est scientifiquement? Chloé, est-ce que c'est scientifique le fait que les hommes aient possiblement un rejet envers leur partenaire après l'éjaculation ou après l'orgasme? Alors, faut savoir qu'on a ce qu'on appelle des phases sexuelles, hein, tout simplement. Donc, c'est Master and Johnson qui ont fait la réponse sexuelle. Et on a ce qu'on appelle la période réfractaire. Donc, la période réfractaire, c'est la période qui vient juste après l'orgasme. Et cette période-là, c'est où toutes les zones érogènes deviennent l'inverse. C'est-à-dire qu'elles deviennent tellement sensibles qu'elles sont douloureuses. On a souvent le cas où, quand on vient d'avoir notre orgasme, il est impossible de continuer à se toucher la vulve ou de continuer à se toucher le sexe masculin pour cette raison-là, parce que les muqueuses et ces zones-là sont devenues à l'inverse de ce qu'elles étaient, c'est-à-dire elles sont devenues douloureuses. Et oui, c'est totalement normal de ressentir ce dégoût, de ressentir aussi cette aversion pour la sensualité, l'érogénité et tout. Après, généralement, ça dure pas très très longtemps, cette période réfractaire, c'est de l'ordre de quelques minutes, hein. Après, on peut soit recommencer ou soit réentrer dans une phase préexcitatoire. Mais en l'occurrence, oui, souvent, dès lors qu'on a notre orgasme, on n'a
plus envie d'être touché de manière sexuelle. On a envie d'être touché de manière sensuelle, mais pas de manière sexuelle. Et c'est vrai que moi, personnellement, une fois que j'ai mon orgasme, j'aime bien mettre un peu de distance, pas longtemps, hein, vraiment 1 ou 2 minutes, mais mettre un peu de distance pour ensuite me recoller sensuellement à mon partenaire. Mais oui, en effet, ça a des sources mécaniques, hein, ça a des sources anatomiques. C'est un peu enfin, quelque chose que j'ai découvert au fil de mes vie. années d'expérience. Non, pas des. Oui. En fait, au fil des expériences, etc., quelque chose que j'ai découvert, c'est le fait que le sexe non pénétratif. Ah Enfin, oui. on n'est pas obligé d'avoir. Enfin, on n'est pas obligé qu'il y ait pénétration pour apprécier le moment ou pour apprécier l'autre personne ou pour s'apprécier soi-même, en fait. Et c'est ça. Et puis, c'est aussi pour revenir à la masturbation en soi, quand Morgane avait dit qu'il fallait pas forcément se doiter pour se masturber, en fait. Mais pour moi, c'est vraiment aussi. Ça s'étend aussi aux relations à plusieurs. Enfin, à deux, Au moins. au moins. Et puis ça s'étend aussi à cela, et puis on n'est pas vraiment obligé qu'il y ait pénétration, parce que pour certaines personnes c'est tabou, pour certaines personnes ça fait mal, pour certaines personnes c'est trop vulnérable. Dans certaines communautés, je pense notamment aux communautés d'hommes homosexuels, etc., ça peut être très problématique, et ça peut ne pas être instinctif en fait, la pénétration. Bien sûr. Et aussi, du coup, je dis ça parce que c'est un truc dont j'ai discuté avec des connaissances, etc. Mais la pénétration pour possiblement des victimes, trigger warning, mais pour des victimes de viol, etc., ou d'inceste, ce genre de choses, la pénétration, ça peut être en fait un trigger. Et du coup, en fait, le fait que le partenaire, tu vois, soit compréhensif et comment est-ce qu'on dit, découvre la sexualité avec cette personne-là autour de la pénétration, mais pas la pénétration en soi, ça peut aider, parce qu'en fait, l'acte en lui-même de la pénétration, ça peut être extrêmement difficile après avoir été confronté à ça pendant un viol. Et du coup, je sais que voilà, j'ai des connaissances où en fait, le fait de prendre le temps de se découvrir, etc., et de pas nécessairement ne rien faire, ça veut pas dire qu'on n'a pas envie qu'on ne veut rien faire, ça veut juste dire que effectivement la pénétration ou certaines choses, en tout cas pendant le rapport, peuvent être plus difficiles que d'autres, et juste faut essayer de jouer avec ça et de tourner autour et de faire attention en fait aux petits trucs qui peuvent être plus compliqués que d'autres. Notamment au vaginisme, quand tu dis ça. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça, exactement. Et j'allais dire que pour toutes ces pathologies-là, il faut absolument aller voir un professionnel de la sexualité, donc surtout un sexothérapeute ou un sexologue, mais je conseille plutôt un sexothérapeute qui, lui, aura plus cet aspect psychologique aussi conscient et inconscient, parce que, comme une intervenante disait, par rapport à la fellation qui l'a dégoûté, ça serait intéressant d'aller creuser un peu dans ton enfance, d'aller creuser un peu dans ton conscient et dans ton inconscient, pourquoi tu as ce dégoût lors de la fellation, parce que nous on a eu des cas cliniques où en fait voilà, on s'est aperçu qu'une femme qui avait une aversion pour la fellation et qui allait directement vomir sans faire la fellation, c'est parce qu'en fait elle avait internalisé quand elle était plus jeune, sa mère, en fait ses parents, ils couchaient ensemble quand elle était plus jeune et tout, dans la chambre d'à côté, et en fait elle entendait à chaque fois à la fin du rapport que sa mère elle allait vomir. Et du coup, elle comprenait pas pourquoi. Et donc, elle, dans sa tête, elle avait fait des associations où le sexe, ça faisait vomir. Et en fait, il s'est avéré, des années plus tard, elle a demandé à sa mère, oui, en fait, moi, je vous entendais, j'avais l'impression qu'il te faisait mal, tu criais, après, t'allais vomir. Elle disait, et après, donc, sa mère, elle lui a dit, mais non, ma chérie, mais on adorait ça, on aimait ça, j'allais juste cracher, en fait, son sperme, parce que je voulais pas tomber enceinte. C'est tout. Et en fait, du coup, elle avait associé le sexe à la douleur, et plus précisément, elle avait associé la fellation à la douleur et au vomi, alors en vérité, c'était juste quelque chose qu'elle s'était imaginé. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment aller rechercher dans les sources lointaines et dans le conscient, l'inconscient, dès lors qu'il y a une pratique qui nous fait ressentir des choses intenses, c'est que forcément, il y a quelque chose derrière qui se cache, et après, il faut aller chercher pourquoi. Mais voilà, après, c'est important pour les grosses pathologies comme ça de traiter et le psychique et le physique.
Peut-être qu'on pourra mettre en description des numéros pour les personnes victimes de violences. On pourra aussi mettre la chaîne YouTube, l'Instagram. Oui, d'ailleurs, Chloé, est-ce que je crois que tu as 2 projets là qui vont bientôt sortir et tu vas relancer ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, en effet, ça fait plus d'1 an que j'ai arrêté les vidéos sur ma chaîne Purioman Soul, tout simplement parce que je pense avoir fait le tour de mon sujet principal, qui était la sexologie, le développement personnel, etc. J'ai ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Les Pensées de Chloé. Ça va être un peu update de ma vie, mes diplômes, etc. Et donc, oui, en effet, j'ai lancé Guide en sexualité, donc qui est l'acheminement de mon diplôme de praticienne en sexothérapie. Donc, je vais proposer des accompagnements pour toute personne souhaitant délier les nœuds de leur sexualité afin qu'elle soit épanouie et le plus heureuse possible, hein. Donc moi je vais faire une thérapie surtout en art thérapie parce que je suis formée en art thérapie, donc ça va être quelque chose d'assez alternatif à les thérapeutes classiques, on va dire, parce que pour moi tout passe par le corps pour justement aller délier ces nœuds souvent inconscients. Et en effet, voilà, je vais lancer ça mi-mars et mon cabinet sera opérationnel à cette même date-là. Et vous pourrez prendre rendez-vous pour tous vos problèmes d'ordre de la sexualité. On te souhaite beaucoup de réussite, Chloé, dans tes nouveaux projets. Et Merci. et au nom de toute l'association et des filles à qui j'ai pu parler de toi, les vidéos que tu as faites sur YouTube, elles sont incroyables. Les vidéos sur comment faire fellation, comment faire avec une I, même sur les énergies, etc. Ce que tu renvoies, c'est c'est quelque chose d'unique qu'on trouve pas partout. Et c'est vraiment top ce que tu fais. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai essayé d'être la personne que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune et je pense que j'ai réussi mon pari. Merci à toi d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Je voulais juste les membres de TS dire un mot de la fin et puis on va s'arrêter là. Merci beaucoup de nous avoir offert votre temps. C'était super intéressant et personnellement j'ai appris beaucoup de choses. Je sais pas vous. Et voilà. Ouais, c'était super cool, merci beaucoup. Et ce que tu disais par rapport au fait que tu aurais voulu avoir quand tu étais plus jeune, ça c'est super cool parce que ça donne de l'espoir pour les prochaines générations possiblement on aura des gens comme toi à conseiller à nos potes et à nos gosses même, possiblement. Merci. Merci aussi. J'espère en tout cas que les auditeurs et auditrices ont passé un très bon moment. Moi en tout cas j'ai adoré vous écouter et discuter avec vous. Shannon, peut-être le dernier mot de la fin. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Plein d'épisodes vont arriver là bientôt. Restez connectés, abonnez-vous à notre Instagram, abonnez-vous sur nos comptes sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Voilà. Bisous. Bisous.